L'Europe, en effet, doit se concentrer sur son avenir, mais voir long terme. Moi, ce que je critique, vu de ma place aujourd'hui de député, et donc d'homme politique, c'est que je trouve qu'on manque de vision à long terme. Un politique, il pense à sa réélection. C'est pas la réélection qui compte. C'est que sera la France, non pas en 2030, mais en 2050 et en 2100. C'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, on ne travaille jamais pour soi, on travaille toujours pour ses enfants ou ses petits-enfants. C'est ça, je crois. L'essentiel, c'est d'essayer de voir loin pour un pays comme la Chine, on voit bien, a le temps pour lui. Et les dirigeants chinois ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour la Chine de demain. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le général Gomard, ancien commandant des opérations spéciales et désormais député européen. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'au magazine papier afin de soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon général, Euh, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis donc Christophe Gomard, je suis général de corps d'armée en 2e section, c'est-à-dire la retraite militaire. Et je suis aujourd'hui député français au Parlement européen, élu en juin 2024 au sein du groupe Les Républicains, et j'ai rejoint le Parti populaire européen, qui est le principal groupe politique au sein du Parlement européen. D'accord. Je siège dans plusieurs commissions. La première commission, c'est la commission sécurité et défense, dans laquelle je suis le premier vice-président. La commission affaires étrangères, la commission économie monétaire, également une commission qui est une commission temporaire qui s'appelle bouclier démocratique. Et je fais partie de plusieurs groupes interparlementaires sur la démographie, sur le ciel et l'espace, également en lien avec des pays du Machrek, l'Afrique de l'Ouest et puis le Vietnam. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie d'avant, d'être un homme politique? Vous avez occupé pas mal de postes en tant qu'officier ou vous êtes passé par le 13e RDP, par les forces spéciales, par le renseignement? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit, récap de ce que vous avez fait avant? Alors j'ai passé 36 ans sous les drapeaux. Après avoir fait Saint-Cyr, je suis sorti en 1983. J'ai choisi l'arme blindée cavalerie avec une idée en tête, c'était d'arriver à choisir le 13e régiment de grands parachutistes. Ce que j'ai pu faire grâce à mon classement, régiment dans lequel j'ai passé mes années de lieutenant et dans lequel je suis revenu comme chef du bureau opération avant de le commander. Entre-temps, dans tout cadre d'officier, eh bien, on fait également un peu plusieurs garnisons. J'ai eu la chance et l'honneur de commander un escadron de chars qui était à Verdun, et ce qui m'a permis de partir en opération, en partie en ex-Yougoslavie, pour escorter des convois. Puis, après l'école de guerre, j'ai pu effectivement retourner au 13e RDP, comme je viens de l'indiquer. Ensuite, eh bien, après le temps de chef de corps, c'est un temps d'état-major. J'ai eu la chance de rejoindre le cabinet du ministre de la Défense à l'époque, comme chef du bureau réservé, c'est-à-dire le bureau en charge des relations avec les services de renseignement du ministère de la Défense, avant de rejoindre l'Élysée comme adjoint du coordonnateur national du renseignement, puis de prendre la tête du commandement des opérations spéciales et de terminer comme directeur du renseignement militaire, et quittant ainsi l'institution il y a déjà 8 ans, puisque c'était en 2017. Très bien. Et cette, bascule, dans le monde politique, c'est quelque chose que vous aviez, anticipé ou qui est un peu arrivé par hasard? Non, c'est arrivé un peu par hasard. En quittant l'armée en 2017, un chasseur de tête m'avait proposé un poste chez Unibail-Rodamco-Westfield comme directeur de la gestion des risques et gestion de la sûreté. Heu, Entreprise dans laquelle je suis resté pendant 7 ans, et puis on est venu me chercher en me proposant d'être numéro 3 sur la liste de François-Xavier Bellamy, qui était tête de liste des Républicains pour les élections européennes, et j'ai donc fait campagne à partir du mois de mars 2024 jusqu'aux élections qui ont eu lieu en juin 2024, et numéro 3 sur la liste, et j'ai donc été élu et je siège au Parlement européen depuis le juillet 2024. Donc c'était vraiment inattendu pour moi, puisque j'étais bien chez Unibail-Rodamco-Westfield et que mon intention était d'y rester. Mais c'est vrai que la proposition d'aller servir la France de manière différente, de manière politique, après l'avoir servi par les armes ou avec les armes, eh bien, j'ai trouvé que c'était une nouvelle forme d'engagement qui me convenait assez bien. Et est-ce que c'est quelque chose qui avait un peu des racines un peu plus profondes? C'est-à-dire, est-ce que quand vous étiez, militaire, vous y pensiez déjà un peu à ce volet politique, potentiellement dans une carrière? Pas vraiment. J'ai découvert un peu le milieu politique
comme chef de corps où finalement c'est la première fonction où on est en lien avec les maires, avec la partie préfectorale, la partie des députés ou sénateurs et puis ensuite au bureau, réservé donc du cabinet des ministres, j'ai eu affaire aux premiers politiques, c'est-à-dire décideurs politiques qui étaient ministres de la Défense. À l'époque, c'était Michel Alliot-Marie, puis Hervé Morin. Et puis ensuite, en étant propulsé à l'Élysée du temps du président Nicolas Sarkozy, j'ai découvert également une autre facette, comment se décider la politique, comment cela se passait. Et c'est vrai que c'est un milieu passionnant. Ce sont des gens enfin, des hommes et des femmes qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui en fait se vouent vraiment corps et âme à la France, à la nation française. Et finalement, c'est cette forme d'engagement qui m'a un peu titillé. Quand on m'a fait cette proposition, je me suis dit: «Mais rien n'arrive par hasard dans la vie. Finalement, est-ce que c'est pas l'occasion de mettre au service de la France, et des intérêts français, mon expérience d'ancien militaire, mon expérience dans le privé pendant 7 ans, en tant que député français au Parlement européen?» Avec, chez Unibail-Rodamco, Westfield, c'était une entreprise qui au départ était très européenne, puisqu'elle était implantée dans 12 pays européens. Et puis également un peu aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce qui fait que cette dimension internationale me plaisait bien, cette dimension européenne me plaisait bien et finalement, tout ça mis bout à bout fait que j'ai assez facilement dit «oui» lorsqu'on m'a fait cette proposition de m'engager en politique. Ça n'a pas été trop dur dans le sens où il y a quand même une grande défiance, de la part des médias, quand on voit un ancien militaire s'investir dans un parti politique, il y a toujours, ça lève beaucoup de drapeaux, justement. Comment vous l'avez vécu cet épisode-là au tout début? Peut-être même en amont quand vous avez réfléchi un peu à tout ça? J'allais dire que, ça a été plutôt bien accueilli. J'ai eu la chance, au cours de ma carrière de connaître pas mal de journalistes, des gens des médias. Parce que, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai parlé de ma carrière, c'est que j'ai passé 2 ans au service des relations publiques des armées. J'ai été en charge de la communication, dans 2 opérations au Rwanda, lors de l'opération turquoise et en ex-Yougoslavie en 95 au moment où la force de réaction rapide a cassé le siège de Sarajevo. C'est donc mon travail avec les journalistes ainsi qu'ensuite au cabinet du ministre m'a permis de découvrir ce milieu dans lequel je trouvais qu'il y avait certaines ressemblances, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont chercher l'information, qui n'ont pas les moyens du renseignement militaire ou des services de renseignement, mais ils cherchent pour informer. Le militaire, l'ancien militaire que je suis, patron du renseignement militaire, chercher l'information pour nos décideurs politiques, pour le chef d'état-major des armées, bien sûr, mais aussi pour le ministre de la Défense et, in fine, pour le président de la République, chef des armées. Donc on voit bien derrière qu'effectivement j'avais un lien déjà avec ce monde des médias et je dois dire que pour répondre à votre question, les 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 médias ont plutôt bien accueilli. Il y a eu un certain nombre d'articles plutôt positifs sur le fait qu'un militaire s'engage en politique et depuis, d'ailleurs les gens que je rencontre, je fais actuellement campagne pour, Bruno Retailleau dans le cadre de l'élection des présidents, du président des Républicains, sont, comment dirais-je, très satisfaits de voir que je ne suis pas un pur politique au sens où j'ai une carrière avant, dans lequel, bah, j'ai un peu mouillé la chemise et aujourd'hui, effectivement, je m'engage en politique, donc je pars pas de rien. Je ne suis pas un politique issu j'allais dire, du néant, si j'ose m'exprimer ainsi, mais bien avec une véritable expérience qui soit dans le monde militaire et puis également un peu dans le monde de l'entreprise privée. Mmh. Et dans le monde politique, comment c'est accueilli ce genre de choses? Parce que c'est vrai qu'un politicien d'habitude, c'est pas un il y a des exceptions qui confirment la règle, mais c'est quand même des gens qui ont quand même fait que ça plus ou moins dans leur carrière, qui ont pas forcément, mis les pieds dans une entreprise, ou, dans un métier, qui est le métier des armes. Comment ça a été accueilli? Alors, je dois dire que plutôt bien accueilli. Je ne sais pas si ça crée quelques jalousies en effet, mais je vois que dans plusieurs partis politiques, au de ces élections européennes, ils sont allés chercher ce que je vais appeler des experts. Donc des gens qui ont eu un passé, professionnel différent d'un passé politique, justement pour bénéficier de leur expérience dans le domaine qui était le leur. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, au sein du Parti populaire européen dans lequel je suis d'ailleurs, nous sommes 3 anciens officiers généraux. Il y a un Estonien qui était l'ancien SEMA estonien, il y a un général finlandais et puis moi. Il y a également un ancien lieutenant-colonel portugais.
Donc on voit derrière qu'il y en a quand même quelques militaires ou anciens militaires qui sont entrés en politique. Et d'ailleurs, le président Petr Pavel, qui est le président de la République tchèque, lui, c'est un ancien général et je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je l'ai même recroisé à la Munich Security Conference où on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre parce qu'on s'était connus avant comme officier général, lui comme moi. Lui est président de la République tchèque et moi, je suis député au Parlement européen. Donc on voit bien derrière qu'il y a cette envie quand même pour les militaires de continuer à servir de manière différente, de manière politique. Et je crois que cette volonté de servir est très bien accueillie par le monde politique, parce que même si on ne connaît pas tous les arcanes, tous les attendus, on apporte quelque chose de nouveau dans un monde qui est quand même très, très particulier. Mmh. Alors, justement, pour revenir un peu sur votre engagement et ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi ce que vous aimeriez, c'est quoi vos objectifs, en tant que député européen? C'est quoi le cœur de votre engagement? C'est quoi que vous avez envie de faire passer comme message, à travers ce nouveau métier? Alors, dire la situation, le contexte géopolitique est favorable à l'action qui est la mienne aujourd'hui au sein de cette commission sécurité-défense, puisque c'est le moment d'expliquer que l'Europe a besoin d'une nouvelle architecture de sécurité autonome. En réalité, beaucoup de pays européens, encore aujourd'hui, font un espèce de déni en disant: «Mais on a toujours besoin des Américains pour être capable de se défendre». Moi, je suis persuadé du contraire. C'est-à-dire que je pense que les pays européens, entre eux, peuvent s'entendre pour avoir une véritable architecture de sécurité, des états-majors cohérents et conséquents, avec des moyens de communication, des moyens de commandement, des moyens de renseignement, tout en gardant chaque pays conservant sa propre souveraineté, bien évidemment. Et je vois bien à travers ça que certains se disent: «Oui, mais quand même, on voudrait bien quand même que les Américains puissent intervenir si jamais on était attaqué». Heu Comme si alors que depuis, au moins le président Obama, puis, le président Biden et Trump 1, tout le monde a bien dit qu'il fallait que les Européens se prennent en main pour assurer leur propre défense. On voit bien que les États-Unis tournent les yeux ailleurs et tournent les yeux, vers le Pacifique beaucoup plus que vers l'Atlantique et je cherche à faire passer ce message-là auprès de mes collègues au Parlement européen. Pour beaucoup d'entre eux également, ils ne voient qu'une seule menace, qui est la menace russe. Ce que j'entends, la France a eu la chance de ne pas être sous le joug communiste après la Seconde Guerre mondiale, contrairement à beaucoup de pays de l'ancien pacte de Varsovie. Et l'idée, c'est également de bien montrer qu'on on est capable entre pays européens de se défendre. Encore faut-il s'organiser, encore faut-il avoir la volonté, au-delà des mots. Et je trouve que au Parlement européen et comme ailleurs, on parle beaucoup, mais finalement, quelles sont les actions concrètes? Au Parlement européen, on vote beaucoup. J'essaie de faire passer des idées, de faire passer, au-delà de la menace russe, le fait qu'il y a d'autres menaces dans le monde, que bien sûr, il y a la menace chinoise potentielle, peut-être pas militaire, mais économique, c'est certain. Il y a toujours le terrorisme international islamiste. On voit bien que l'Iran est également un adversaire possible. L'Iran a déjà mené des attaques terroristes sur le sol français. On voit bien derrière que la Turquie qui a une volonté impériale très nette sous la houlette du président Erdogan, et cetera, et cetera. Donc on voit bien derrière que la menace est multiforme, elle émane de plusieurs régions du monde et c'est l'idée, enfin mon idée, c'est de faire passer ce message auprès de mes collègues au Parlement européen. Mais également, c'est de faire en sorte que la France et les intérêts français soient bien défendus et qu'on ne se retrouve pas, par exemple, certains voudraient que les décisions se prennent à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que même si la France n'est pas d'accord, chaque pays étant égal à une voix, eh bien, on pourrait se retrouver mis devant le fait accompli alors que la France aurait voté non. Moi, je suis pour que les décisions se prennent effectivement à la majorité absolue. Heu et c'est tous les débats qui sont en cours actuellement au Parlement européen, d'où l'action, qui est la mienne. Alors je ne suis pas seul, heureusement, dans ce combat. Il y a d'autres députés français, il y a d'autres députés d'autres nations qui sont également, qui pensent un peu ce que je pense dans ce domaine-là. Et il s'agit d'aller chercher, de monter des coalitions au sein de ce parlement pour obtenir,
satisfaction dans le cadre de la défense française, de l'industrie de l'armement française, et éviter qu'on rajoute des normes et voir qu'on simplifie non seulement la partie administrative, mais aussi l'administration européenne, de façon à permettre à nos entreprises en particulier et à nos compatriotes, j'allais dire, de pouvoir entreprendre avec une véritable liberté d'action qui est essentielle à toute entreprise. Mmh. Oui, parce on le voit en dans ce qui est la BITD, la base industrielle de technologie de défense, on voit qu'au final, il y a des savoir-faire français, mais les voisins européens préfèrent encore acheter, américain pour nombre d'entre eux. On voit la Pologne qui s'arme énormément, avec du matériel américain, qui est en train de devenir une des premières armées d'Europe, en fait, en termes de matériel, avec du matos américain. Heu, Même nos voisins, i belges, suisses et cetera, continuent d'acheter américain. Comment on fait pour, en tant que député, en tant que politique européen, comment on fait pour essayer de faire passer le message de, s'il vous plaît, achetez français ou en tout cas achetez, européen? Alors, on a voté un texte la semaine dernière qui s'appelle EDIP pour European Defence Industry Programme, dans laquelle, en fait, il y a 1,5 milliard, ce qui est beaucoup d'argent, mais en fait, en soi, peu quand on regarde les équipements, le coût des équipements militaires. Mais surtout, la décision qui a été prise, c'est que l'argent européen doit servir à acheter européen pour des matériels conçus en Europe, c'est-à-dire pas conçus à l'extérieur et fabriqués sous licence. Et pour ça, il y a eu un vrai combat au sein du Parlement dans lesquels les gens veulent acheter des équipements dans lesquels il peut y avoir des composants étrangers. Le vote a décidé que ces équipements militaires devaient comporter au moins 70% de composants européens, que ces équipements devaient avoir été conçus en Europe et donc cet argent sert vraiment à acheter des équipements européens et non pas, par exemple, du Patriot construit sous licence en Allemagne ou ou d'autres choses construites sous licence en Corée du Sud ou ailleurs. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai que le combat est de montrer, et c'est un peu de la pédagogie, que si jamais un certain nombre de pays qui achetaient des F-35 voulaient utiliser les F-35 sans l'accord des Américains, ils ne pourraient pas s'en servir. C'est-à-dire que tous ces matériels aujourd'hui sont tellement connectés que, on dépend totalement, des Américains. Et il y a un autre combat, c'est de faire en sorte que, il y a une règle qui s'appelle ITAR, qui, impose aux, gens qui fabriquent des matériels, des équipements militaires dans lesquels il y a les composants américains, eh bien, de demander l'accord des Américains avant de pouvoir exporter, voire de les utiliser. C'est ainsi, par exemple, que les Égyptiens ont acheté du F-35 parce que les Américains leur ont interdit d'utiliser des F-16 quand ces derniers voulaient aller bombarder la Libye. C'est comme ça que les Grecs, pour être sûrs de pouvoir utiliser leurs avions de chasse, éventuellement face aux Turcs, ont acheté du Rafale français, etc., etc. C'est tout ça, c'est pour garder en effet sa liberté d'action. Et j'allais dire, il s'agit de faire de la pédagogie auprès de mes homologues pour leur expliquer ça. J'étais à Varsovie en début de semaine, dans un colloque qui s'appelle Defense 24 Days, dans lequel j'étais sur un panel avec une ancienne présidente croate, avec un ambassadeur américain, un général polonais, et je leur ai bien dit, mais je lui ai dit, mais comment est-ce qu'entre Européens, on n'arrive pas à être capable de se défendre tout seul sans les Américains? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'acheter nous-mêmes du matériel européen? Et le général polonais qui était là me dit: «Mais on a cherché, à rentrer dans le programme du Main Ground Combat System, donc le futur char franco-allemand, le futur char européen, mais finalement on a été un peu rejeté par les autres, donc on s'est décidé à acheter du char sud-coréen». On voit bien derrière qu'il y a à la fois une démarche industrielle et une démarche politique et ces 2 démarches doivent agir en parallèle. Le vrai problème, c'est qu'on ne regarde pas les choses de la même façon. Quand vous parlez, industrie de défense avec les Allemands, eux, ils pensent industrie et nous, on pense défense. Nous, on pense industrie défense et eux, ils pensent défense de leur industrie, si je peux me permettre. Et c'est là où, il faut avoir un regard très différent. Leurs, industries ne dépendent pas du tout de l'État, contrairement à nos propres industries de défense françaises. Donc on voit bien derrière qu'il doit y avoir un dialogue préalable, mais il faut avoir des projets communs. On ne peut pas se permettre d'avoir 17 modèles de chars différents, on ne peut pas se permettre d'avoir une vingtaine de modèles de frégates différents et cetera et cetera.
Donc il est nécessaire de rationaliser. Pour rationaliser, il est nécessaire de discuter, il est nécessaire de convaincre et je crois que plus on sera nombreux à tenter de convaincre, du bien-fondé, d'avoir un seul ou voire 2 modèles de chars, d'avoir 2 modèles de chasseurs, bombardiers et cetera, ça sera bien meilleur, plus efficace pour demain pouvoir être en mesure de défendre l'Europe. Ouais. Et est-ce que le problème vient pas aussi des lobbies? Parce que quand on pense, à au Parlement européen, quand on pense aux institutions en général politiques, on voit cette question des lobbies qui est très forte. Et alors pour quelqu'un comme vous qui a été dans les arcanes du pouvoir, militaire, du renseignement, du secret défense et qui atterrit dans ce milieu, qui arrive dans des nouvelles arcanes du pouvoir politique, et du lobby, est-ce qu'on est loin ou pas de cette image, d'Épinal qu'on a du lobbyiste en costard-cravate avec sa valise remplie d'argent, qui est prêt à acheter n'importe quelle politique pour faire passer des lois et justement qui vont être parfois contraires à des actions politiques globales, européennes? À Bruxelles, il y a 50 000 lobbyistes. Il y a 12 000, je veux dire, groupements lobbyistes reconnus par, les instances européennes et beaucoup d'Américains. Il y a du chinois, il y a du coréen. Je trouve malheureusement, parce que ça coûte cher d'avoir des expatriés, qu'un certain nombre de nos entreprises françaises n'ont pas assez de lobbyistes pour le coup. Et je leur dis à nos industriels, je leur ai dit quand je les ai vus, parce que j'ai fait un peu le tour de tous nos industriels de défense, parce que je suis, en cours de rédaction justement d'un rapport d'initiative sur le financement de l'industrie de défense, sur le financement de la défense en réalité. Et derrière ça, j'ai rencontré tous nos grands industriels et ainsi qu'un certain nombre de PME. Mais on voit bien, que c'est difficile d'avoir des lobbyistes en permanence sur place. C'est c'est pas vraiment dans notre culture. C'est totalement dans la culture anglo-saxonne, c'est totalement dans la culture asiatique, beaucoup moins dans notre propre culture, française. On voit bien, derrière que c'est nécessaire, c'est-à-dire d'aller convaincre. C'est-à-dire que le député que je suis peut chercher à convaincre, mais qu'il faut y aller à plusieurs pour convaincre effectivement de l'excellence de notre industrie. Parce qu'on a, nous, en France, 4 500 entreprises qui forment notre base industrielle et technologique de défense. En Europe, il y a 6 pays qui ont de véritables bases industrielles et technologiques de défense. C'est-à-dire que ça va de 120 entreprises bossant pour la défense jusqu'à 4 500 la France. Et on a donc tout. Ce que nous disent, par exemple, pour revenir à la question précédente sur les Polonais, pourquoi ils achètent, ils disent: «Parce que vous ne produisez pas assez vite». Mais on produit quand on a des commandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, par exemple, de fournir aux Ukrainiens suffisamment d'obus? Mais parce qu'on n'avait pas la capacité de production. Pourquoi ça n'avait pas cette capacité de production? Parce que la France, je crois, commandait pour ses armées chaque année 5 000 obus de 155 millimètres. Or, quand on fabrique 5 000 obus, eh bien, on fait une campagne de fabrication des obus pendant 3 ou 4 mois dans l'année et puis après on ferme les chaînes de production et on les rouvre quand il s'agit de les reproduire. Donc on voit bien qu'on a changé, d'échelle, on a dû remonter des chaînes de production, recruter des gens, mais pour ça, il faut avoir des commandes de long terme. Il faut avoir des commandes de court terme et aussi de long terme. C'est-à-dire qu'un industriel, il va recruter des, techniciens, des ouvriers, des ingénieurs, s'il sait que ces contrats-là, c'est valable pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'il voit loin. Or, on avait fait le choix dans les pays européens et en Occident, effectivement, d'avoir peu de production. La France, par exemple, ne produit plus de chars Leclerc depuis 2008, quand les Allemands continuent à produire du char Léopard 2, je crois qu'on est la version 8. On voit bien derrière que pourquoi? Mais s'il n'y a pas de commande d'État. La France devait commander 400 chars Leclerc. Finalement, on a acheté, je crois, 250, quelque chose comme ça. Et puis à l'export, on en a vendu aux Émiratis. Et puis c'est tout. Donc s'il n'y a pas de commande, eh ben, l'industriel ne fabrique pas. Et on va chercher là où ça fabrique. Dire que les Américains produisent plus vite, ça n'est pas vrai. Les Américains, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent plus que la commande initiale des armées. Pourquoi? Ça leur permet de pouvoir livrer rapidement à des gens qui leur commanderaient ces matériels. On voit bien que pour le Rafale, qui pendant longtemps n'a pas été exporté, puis d'un seul coup l'a été grâce à l'action en particulier du ministre Jean-Yves Le Drian de l'époque, aujourd'hui, il s'exporte plutôt très bien. Et je crois que le carnet de commandes de Dassault, je crois, est ouvert pour 10 à 15 ans.
Mais derrière, il ne faut pas que l'Europe vienne mettre des contraintes non plus sur ses industriels. Donc vous voyez, c'est un équilibre pas évident à trouver, et derrière, il y a un vrai problème, c'est les investisseurs, les banques qui ne veulent pas forcément prêter de l'argent parce que quand on construit une munition, c'est fait pour tuer une munition et que finalement, les investisseurs et les gens disent: «Ah bah non, moi je veux pas que mon argent aille dans une entreprise qui fabrique des munitions qui sont faites pour tuer ou qui sont là pour fabriquer des chars» et cetera. Donc on voit derrière qu'il y a aussi un changement de mentalité et on devrait être fier de pouvoir investir dans la défense. La défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire sécurité, ça veut dire vivre en paix. Je crois que c'est ça, montrer, convaincre les gens que c'est pas parce qu'on fabrique des armes que c'est fait pour faire la guerre, c'est surtout pour éviter la guerre parce que selon la citation latine, «Qui veut la paix, par la guerre» et je crois que c'est les mentalités sont en train d'évoluer, mais pour ça, il faut que ça bénéficie à l'industrie de défense européenne et en particulier à l'industrie de défense française, bien évidemment. Mmh. Oui, c'est vrai que on l'a vu avec l'Euronext 40 qui est pas avec les bourses qui ont accepté, d'être un peu plus détendues sur les scores ESG, sur tout ce qui est industrie de défense. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond sur la question des conditions de production en France? Parce que, surtout dans un cadre européen où c'est beaucoup plus, hem économique d'aller produire dans un pays comme, la Pologne, par exemple, qui a pas toutes les normes, économiques, environnementales, et sociétales aussi. Parce qu'il faut dire les choses, produire en France, ça coûte très cher, le coût du travail est plus cher qu'ailleurs. On est un des pays les plus taxés au monde. On est un des pays qui contraint de plus en plus ses entrepreneurs et qui quelque part, qui pousse les entrepreneurs à partir de France. Donc ça veut dire aussi beaucoup moins de recherche et développement, beaucoup moins de technologie, enfin beaucoup moins d'innovation technologique, et l'Europe y est aussi pour beaucoup de choses. Quand on voit le RGPD qui a fait beaucoup de mal aussi à l'économie sur internet, et qui a favorisé les grands, comme, Meta, Amazon et cetera, qui sont les grands gagnants, du RGPD et qui a tué tout le reste des PME. Comment on voit ça depuis Bruxelles? Comment on voit ça depuis l'Europe? Alors c'est vrai que, ça, c'est un des combats. Heu, c'est vrai que je pense qu'en France, il faudrait revisiter le droit du travail, heu et le coût du travail. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un vrai sujet dans ce domaine-là, mais ça, c'est un problème, très national. Tout ce qui est, critères, ESG, tout ce qui est RGPD et cetera, effectivement, limite beaucoup. On a un vrai sujet en Europe, c'est on n'a pas un cloud, souverain, autonome. En fait, 80 des données de nos entreprises sont hébergées dans des clouds américains. Il est donc nécessaire d'investir au niveau européen pour avoir notre propre cloud. Et ça, c'est une volon je pense que c'est vraiment fédérateur pour les pays européens. Il y a un deuxième domaine très fédérateur pour moi, c'est l'espace. Et derrière, c'est le satellite mis en place, c'est la couverture satellitaire, que ça soit en termes de communication, que ce soit en termes de navigation, en termes d'observation de la Terre. Heu, ça me paraît essentiel. C'est deux domaines que je pousse, beaucoup et le prochain rapport d'initiative que je rédigerai sans aucun doute sera sur l'espace en effet. Mais, et la protection dans l'espace. Au-delà de la BEI par exemple, la Banque européenne d'investissement, dans ses statuts, il est bien indiqué que, l'argent ne doit pas servir à acheter du matériel militaire. Alors ça a un peu évolué parce qu'ils acceptent aujourd'hui d'investir dans des équipements duaux. Mais c'est quoi un équipement dual? C'est un satellite, c'est un drone qui peut être dual, avoir une utilisation civile comme une utilisation militaire. C'est le satellite, mais on voit bien derrière qu'il y a une réticence réelle à vouloir investir dans du canon, dans de la munition ou dans du char. Et ça, il faut que les mentalités changent et il faut qu'on fasse évoluer ces règles-là, considérant que dans l'environnement, la sécurité fait partie est l'un des premiers critères. Dans la pyramide de Maslow, l'un des premiers besoins de l'être humain, c'est après s'être nourri, c'est un besoin, c'est besoin sécuritaire, un besoin de sécurité et cette sécurité fait partie, j'allais dire, d'un cadre dans lequel on peut ensuite se développer. Mais pour cette sécurité, il faut investir dans la sécurité et la sécurité, c'est quoi? C'est disposer d'équipements militaires pour dissuader un adversaire d'être attaqué. Alors beaucoup disent: «Oui, mais la France dispose de la dissuasion nucléaire», mais c'est insuffisant.
on a besoin de ces dissuasions nucléaires, mais on a besoin d'une dissuasion conventionnelle. Alors, les pros du nucléaire vont dire non, on ne parle pas de dissuasion au niveau conventionnel. Mais en tous les cas, il faut qu'on ait une armée suffisamment puissante, armée, entraînée et aguerrie afin de dissuader tout adversaire de nous attaquer. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, quand dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan, il n'y a pas d'utilisation nucléaire. D'ailleurs, il faut le souhaiter qu'il ne soit jamais utilisé. Mais donc, ce sont deux armées conventionnelles qui s'affrontent. Et pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? C'est parce que l'Ukraine, justement, ne disposait pas de cet armement nucléaire. Et ça, pourquoi l'Occident, les pays occidentaux de l'Union européenne et de l'OTAN ont hésité avant de livrer petit à petit un certain nombre d'armes, de munitions? C'est parce qu'ils avaient peur de la réaction russe d'une utilisation éventuelle de l'arme nucléaire. Et on voit bien, et pourquoi l'Iran cherche à acquérir l'arme nucléaire, c'est pour éviter d'être attaqué, comme a pu l'être l'Irak en son temps, il y a quelques années de ça. Voilà, donc en fait, on a besoin pour notre sécurité de faire évoluer ces critères ESG dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, pour pouvoir construire. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, on ne creuse plus, on ne prospecte plus dans le sol, alors que je suis sûr qu'en France, on trouve d'ailleurs, il y a des entreprises qui se lancent dessus sur le lithium, par exemple, ou sur les terres rares, je ne sais pas. Mais comme on n'a pas fait de prospection depuis fort longtemps pour des critères environnementaux, eh bien, si ça se trouve, on a des richesses insoupçonnées et il faudrait, j'allais dire, relancer des prospections pour aller rechercher les richesses dont dispose la France et dont disposent d'autres pays européens pour justement se séparer des terres rares chinoises, se séparer d'autres, du gaz de schiste américain, etc., etc. On voit bien derrière que l'Europe, en effet, doit se concentrer sur son avenir, mais voir long terme. Moi, ce que je critique, vu de ma place aujourd'hui de député et donc d'homme politique, c'est que je trouve qu'on manque de vision à long terme. Un politique qui pense à sa réélection. Mais ce n'est pas la réélection qui compte. C'est que sera la France, non pas en 2030, mais en 2050 et en 2100. C'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, on ne travaille jamais pour soi, on travaille toujours pour ses enfants ou ses petits-enfants. C'est ça, je crois, l'essentiel, c'est d'essayer de voir loin pour un pays comme la Chine, on voit bien, a le temps pour lui. Et les dirigeants chinois ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour la Chine de demain. Et un certain nombre de pays sont comme ça. Ce sont des pays qui ont le temps et ils travaillent non pas pour eux, mais pour demain, après-demain et après-après-demain. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu le cas pour des pays comme la Chine ou enfin, plus globalement des pays où il y a une autorité forte, voire peut-être même on pourrait parler de dictature, pour certains d'entre eux, parce qu'il y a l'absence de contre-pouvoir qui permet justement d'avoir aussi une stabilité. Et alors, vous avez parlé de cloud, vous avez parlé de systèmes souverains. Je vais être volontairement un peu radical, mais est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille sur ces questions-là quand on voit que tout le ministère de l'armée, le ministère des armées tourne encore sur Microsoft, que le service, que la carte vitale tourne sur Microsoft, malgré d'ailleurs pas mal de reportages sur la question, hein. Je pense au reportage de Cache Investigation qui avait fait couler pas mal d'encre, mais pendant quelques semaines et puis tout le monde a oublié, et c'était il y a quand même 7 ans. Ou encore de ces questions de lois, d'anticorruption internationale américaine qui permettent que quasiment personne ne connaît. C'est-à-dire que dès qu'il y a un échange de mails, sur un serveur américain, ce qui est le cas là, on est en train d'enregistrer sur un serveur américain d'ailleurs, et parce que ça serait impossible de faire ça sur des serveurs français, enfin, ce serait impossible, ça serait très compliqué. Ça tombe sous le coup de la loi américaine. Comment on fait pour sortir de ce système et pour venir aussi sur cette question des lobbyistes? Parce que l'Europe pourrait concrètement, passer la seconde sur une Europe de la défense, sur une puissance, enfin sur, même une BITD, européenne quelque part. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que cette bataille est un peu perdue d'avance? Alors, l'Europe dépense, les pays européens, de l'Union européenne dépensent 264 milliards d'euros par an du fait d'utiliser effectivement les clouds américains et l'hébergement des données européennes dans des clouds américains. Le coût de développement d'un cloud autonome européen, c'est environ entre 100 et 120 milliards d'euros. On voit bien donc que en un an, on a de l'argent, on dépense de l'argent et on pourrait donner aux Américains et que dans le même temps, grâce à cet argent, on pourrait fabriquer par an 2 clouds
autonome européen. Je pense qu'il y a une véritable décision politique derrière ça. Rien n'est jamais définitif dans la vie. On voit bien qu'il peut y avoir des vrais retournements de situation. Je pense qu'il est nécessaire, en effet, au niveau européen, pour le coup, que nos dirigeants européens, non pas la Commission, mais nos dirigeants européens se mettent ensemble pour dire, voilà, on va créer notre propre cloud autonome et souverain. Souverain par rapport aux Américains, aux Chinois ou d'autres. Et on voit bien derrière, il y a un autre phénomène sur le phénomène, au-delà du cloud, le phénomène de l'influence. Aucun réseau social n'est européen. Les réseaux sociaux, ils sont américains, chinois. Et donc, derrière, on parle de guerre d'influence, de lutte d'influence. Mais pourquoi est-ce que les Européens n'ont pas créé ce cloud, enfin ce réseau social européen? Alors, on va me dire, oui, parce qu'à 27, c'est toujours très difficile, et donc on ferait mieux de revenir à la majorité qualifiée dont je parlais tout à l'heure, et non pas la majorité absolue. Mais partons d'une coalition des volontés. C'est-à-dire, partons des pays qui veulent et qui se mettent à 2, 3, 4, 5, 6 avec la vraie volonté. Et derrière, vous verrez que les autres suivront, parce qu'il sera bien plus intéressant pour eux que leurs données soient hébergées dans des clouds européens plutôt que dans un cloud américain, que ça leur coûtera moins cher et qu'ils seront mieux protégés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains vont chercher les données comme on va chercher sa bière dans un frigidaire. Et ça, malheureusement, ce qui fait qu'on devient totalement dépendant. Alors, derrière, les gens me disent: «Oui, mais les Américains sont les alliés». Oui, mais alliance ne veut pas dire dépendance. Alliance ne veut pas dire vassalisation. Et parfois, on a le vrai sentiment d'être vassalisé et d'être dépendant, et en se disant finalement: «Bon, on vit confortablement comme ça, et puis, voilà, ne changeons rien, on n'a pas l'énergie, on est des pays de tourisme». Heu, non, non, c'est pas comme ça que l'on vit. C'est pas comme ça qu'un pays se développe, c'est pas comme ça qu'un pays produit, et c'est pas comme ça qu'on trouve des emplois pour demain, en effet, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, et que le pays se développe et soit fort, respecté, et comme il est respecté, il sera pas forcément attaqué. Or aujourd'hui, de mon point de vue et d'un point de vue sécurité et de défense, l'Europe, c'est un peu un pot de miel, qui attire les convoitises, non seulement américaines, mais chinoises sur un plan économique. Pourquoi pas russes? Pourquoi pas turcs? Ou pourquoi pas de la population mondiale qui cherche à migrer vers nous? Heu et c'est toutes des menaces qui nous menacent directement, qu'on ne connaîtra peut-être pas notre génération, mais que les générations suivantes connaîtront, bien évidemment. C'est vrai que du point de vue militaire et politique, les Américains sont clairement des alliés. Du point de vue d'un chef d'entreprise de la BITD, je pense pas qu'il voit les choses, de la même façon, et je pense même que le mot vassalisation est un peu faible. On pourrait d'ailleurs, quand on reste dans l'euphémisme, on parle plutôt de compétiteurs. D'ailleurs, dans la communication des armées, c'est de plus en plus, mis en avant aussi le concept de compétiteur, pour pas parler d'ennemis quoi, clairement. Parce qu'au final, quand on voit les contrats, la façon dont ils sont disputés, par les nations, on parle des sous-marins australiens, on parle des F-35, ou contre les Rafales. Enfin, c'est carrément une guerre économique qui est en jeu, et d'ailleurs, Trump le cache pas, hein. Il a clairement dit, «C'est une guerre économique, les tarifs douaniers en sont, une première bataille». Pourquoi il n'y a pas cette, volonté, du point de vue de la classe politique française de dire un peu plus les choses, en tout cas d'utiliser les termes, un peu plus adéquats? Alors, c'est amusant ce que vous dites là, parce qu'en 2020, heu, j'étais un des panélistes. Nous étions 4 anciens officiers généraux, un Américain, un Allemand, un Britannique et un Français que j'étais. Le thème, c'était: «À quoi sert l'OTAN?» Ça, c'était en 2020, donc avant l'invasion, de la Russie, en Ukraine. Et quand j'étais intervenu, moi, j'avais fait la réflexion suivante. J'ai dit: «Mais l'OTAN, qui est une structure défensive, aujourd'hui n'a pas d'ennemis. En revanche, sur le plan économique, les pays européens, on a des ennemis. Nous sommes en guerre économique face aux États-Unis». J'ai parlé de ITAR, j'ai parlé, et cetera, des lois extraterritoriales américaines. Et là, le général américain me dit: «Non, Christophe, we are competitors». Donc c'est ce terme de compétiteur. Non, on n'est pas compétiteurs. Ils imposent leur volonté. Heu et c'est là où j'appelle au réveil de mes collègues au Parlement européen, qui se disent
finalement, on va peut-être revenir à business as usual. Les Américains, bon, ils ont un petit discours un peu brutal, mais en réalité, ils viendront continuer de nous défendre. Si on achète du F-35, etc., ils continueront de venir. Je ne suis pas certain de ça. Je suis persuadé qu'il faut se préparer demain à, non pas un retournement d'alliance, mais à des Américains qui disent, nous, on vient plus. Et si on regarde en arrière dans l'histoire, les Américains sont venus en 1917, Première Guerre mondiale, mais ils sont repartis très vite. En 1945, ils étaient prêts aussi à repartir. Et c'est les Européens qui ont dit non, 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 il faut que vous restiez. D'abord, il y a le méchant russe soviétique qui pourrait chercher à aller plus loin vers l'Europe de l'Ouest. Donc, on a créé l'OTAN. L'OTAN, c'était trois raisons. La première, c'est garder les Américains dedans, les Russes dehors et les Allemands sous contrôle. C'était ça la réalité. Et tous ces pays, en réalité, l'Allemagne, mais beaucoup, les pays du pacte de Varsovie qui ont rejoint l'OTAN, en fait, ont constitué leurs armées au sein de cette OTAN. Elle est organisée pour l'OTAN, avec des structures qui sont adaptées, des structures de commandement, pardon, qui sont adaptées aux structures de commandement otaniennes. Et on voit bien que la seule armée qui ne soit pas comme ça, en réalité, c'est bien l'armée française, qui est capable de mener des opérations autonomes, comme elle a pu le prouver dans le passé. Est-ce qu'elle sera capable de le faire demain? Je le souhaite, mais pour ça, il va falloir investir un peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Mais oui, nous sommes en guerre économique face à des Américains qui, demain, pourraient nous lâcher. Et autre petite anecdote, lorsque je suis arrivé au Parlement européen, une fois que le commissaire à la défense a été désigné par Ursula von der Leyen, donc moi j'avais milité pour que ce soit non pas un commissaire à la défense, mais un commissaire à l'industrie de défense, lui me dit, je lui dis, mais il faut que l'argent européen serve à acheter européen. Il me dit, oui, mais je ne voudrais pas rentrer en guerre économique avec les Américains. Donc il y a toujours, alors qu'eux le sont. Mais nous, on espèce de, ouais, il faut que les Américains quand même nous défendent. On ne peut pas penser défense de l'Europe, structure, architecture de sécurité de l'Europe sans les Américains. Eh bien si, pensons-y justement, essayons de créer quelque chose pour justement être capable de se défendre. Et c'est comme ça d'ailleurs que je lance le 2 juillet prochain un séminaire au Parlement européen en se disant, mais dans le contexte géopolitique actuel, est-ce qu'on serait prêt demain à monter une architecture de sécurité de défense autonome? C'est ça la vraie question. Alors, en tant que Français, on est toujours accusé de vouloir imposer nos idées et d'ailleurs de vouloir être le coq gaulois qui commande. C'est-à-dire remplacer le soleil que sont les Américains au sein de l'OTAN par le petit coq français. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut que ça soit des commandements tournants, etc. Mais que chacun investisse à la mesure de ses moyens pour penser à la défense de notre continent face à des agresseurs qui peuvent être multiples, des agresseurs qui ont tous la même vision. Trump et Poutine se ressemblent parce qu'en fait, ils veulent diviser l'Europe. Pas de la même manière, de manière brutale avec les droits de douane d'un côté et de manière brutale, de manière militaire de l'autre. Mais derrière, ces acteurs, mais même la Turquie, elle veut faire en sorte que l'Europe ne soit jamais puissante. Et puis l'islamisme, lui, veut détruire l'Europe de l'intérieur. Donc on voit bien que tous ces acteurs, toutes ces menaces veulent nous détruire. Et j'ai oublié la Chine qui, elle, veut nous détruire de manière économique, de façon à ce qu'on ne soit qu'un réceptacle de toute leur industrie. Voilà. Donc en fait, oui, il est nécessaire en effet que l'Europe se défende, se réveille déjà, se réveille du bon pied pour créer sa propre architecture de sécurité et de défense, pour avoir, parce que l'Europe, c'est quand même ce continent, j'allais dire, a conquis le monde, ce continent a dominé le monde pendant des siècles. Il ne faut pas se laisser disparaître. C'est d'ailleurs ce que dit le nouveau chancelier Merz. Il a dit « Europe, lève-toi ou disparaît ». Je pense qu'en effet, il est temps que l'Europe se réveille, se lève et lutte pour, j'allais dire, continuer de se développer économiquement et surtout protéger ses propres populations qui puissent développer leurs entreprises, se développer et vivre en paix. C'est ça l'objectif finalement de nos décideurs politiques. C'est ça la volonté qui doit être la nôtre de façon à préserver les générations futures. Mmh. Oui, c'est vrai que les gens comprennent pas forcément que les Américains sont certes très pragmatiques, mais même au point d'être capables de faire la différence entre, l'industrie défense et la défense, comme vous l'avez dit très bien. Et on se rappelle, quand on regarde le dernier discour d'Eisenhower,
président américain qui était aussi un général, de l'armée américaine, qui a dit, clairement devant ses compatriotes que, il fallait se méfier du complexe militaro-industriel et ce qui semble assez délirant, en fait, quand on regarde avec le recul. Mais c'était un discours visionnaire de se dire, il faut faire la différence entre le lobby, qui existe pour l'industriel défense qui a envie de vendre de l'armement, qui va utiliser quelque part la politique globale et les jeux géopolitiques pour pouvoir vendre, dans les cô des 2 côtés parfois quand ils le souhaitent, et quelque part ce pragmatisme américain politique de dire: «On peut, aussi être capable de dire, non à l'économie», enfin on peut être capable de détruire par exemple un trust comme ça a été le cas avec, l'industrie, du pétrole, hein, quand on voit les États-Unis qui ont détruit eux-mêmes leur propre trust, économique pour ensuite, créer, toute l'industrie, pétrolière. Hem et vous l'avez dit aussi, l'OTAN, quand Trump dit: «On quitte l'OTAN», ça peut sembler délirant parce qu'on pourrait se dire: «Beh, c'est comme si on abandonnait un pouvoir en Europe», mais c'est pas dans l'intérêt, de cette politique américaine. Mais alors, comment on fait pour faire comprendre ça aux Européens, aux Français aussi, le fait d'être capable de décorréler ce côté-là? Est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, interdire les lobbies, au Parlement européen? Est-ce que ça serait quelque chose de possible? Comment on pourrait faire ça? Je crains que ça soit, impossible. Il y aura toujours des lobbyistes, il y a toujours des influenceurs, il y a toujours, à toutes les époques, il y a eu ça, dans toute l'histoire, quoi, quand on regarde bien. Et on voit bien d'ailleurs que, les Américains, là où ils ont été très forts après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils ont voulu imposer aux Européens le way of life américain pour que les Européens deviennent des consommateurs de produits américains. Et un des moyens qu'ils avaient choisi à l'époque, c'était le cinéma. Le cinéma où déjà il y avait la problématique des droits de douane et la France a été, mise dans l'obligation presque d'acheter des films américains sans droits de douane, de façon à culturellement et on voit bien, en France, on regarde un nombre de films américains, de manière incroyable. On regarde beaucoup moins de films, indiens ou de films, asiatiques. En revanche, on regarde des films, américains, je veux dire, presque, au-delà de la satiété. Hem, Derrière, en fait, c'est on impose une culture. Or, on voit bien aujourd'hui, qu'on est à un moment tournant entre j'ai plein d'amis américains et les Américains, je veux dire, sur le plan militaire, ont toujours été, très aidants, quand j'étais patron des opérations spéciales, mais comme directeur du renseignement militaire ensuite, quand j'ai commandé un groupement de forces spéciales en Afghanistan, quand j'étais colonel. Bien sûr, avec les Américains, on a des vrais liens. On s'est, battus épaule contre épaule, ce sont des vrais frères d'armes. Maintenant, quand on regarde de près les États-Unis d'Amérique, en 2050, je crois que la population blanche va descendre à 45. 20 sera une population latino, donc du sud. Je crois que c'est 10 asiatiques et les 30 restants, seront afro-américaines. Donc on voit bien derrière que les liens qui existaient entre les origines européennes d'une grande majorité de la population américaine tendent à se distendre et les Américains, demain, ne viendront plus se battre, pour défendre l'Europe. Je ne crois pas à ça. En revanche, que l'Europe reste un marché, bien évidemment. On voit bien qu'il est temps, en effet, de prendre conscience de ça. Je crois qu'il y a un véritable déni en Europe et dans pas mal de c'est, la démographie. On parle jamais de démographie. Or, la démographie est une science exacte et surtout, c'est sur le long terme. Quand je dis 2050, 45 de la population américaine sera une population blanche d'extraction européenne. En 2050, je crois que c'est, ou en 2075, un homme sur 2 sera africain sur la planète. Donc on voit bien derrière que ces masses, de population vont chercher, des débouchés et vont chercher, j'allais dire, une vie meilleure et on cherche toujours à avoir une vie meilleure, heu et à construire une vie meilleure pour soi et ses enfants, voire ses petits-enfants. Donc derrière, oui, cette démographie doit être prise en compte. Heu, la Pologne, dont on parlait tout à l'heure. La Pologne, elle a une armée de 143 000 soldats, toutes armées confondues. Je crois qu'elle a 30 000 réservistes, et 30 000, gardes nationaux, mais qui s'entraînent très peu. La Pologne voudrait monter à 300 000 soldats,
mais elle a du mal à fidéliser. C'est-à-dire que ces soldats, je crois qu'elle arrive à les fidéliser 2-3 ans maximum. En Pologne, la population active diminue de 200 000 actifs par an. Diminue de 200 000 actifs par an. Donc, ils vont avoir du mal à aller recruter du soldat dans une population active qui diminue, avec des gens finalement qui se disent oui, mais pourquoi, voilà, je m'engagerai. On voit bien derrière que le problème démographique doit être en effet pris en compte et qu'il va être nécessaire pour les pays européens de réfléchir à plusieurs sujets. Le sujet, en effet, c'est la démographie, c'est-à-dire que comme on fait plus d'enfants, deux, c'est les retraites, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus longtemps, ou en tous les cas, il va falloir changer le système de retraite et sans doute passer à un système par capitalisation, ce qui prend du temps. Il faut avoir un mixte. Enfin, le droit du travail, j'en ai parlé, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est à un vrai tournant. Soit on prend en compte la réalité et on devient pragmatique et réaliste et on fait de la réelle politique et non pas de la politique du bon sentiment. Parce que moi aussi, je suis plein de bons sentiments. Tourner avec le regard vers autrui, etc. Mais malheureusement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pour sa propre population, pour ses propres enfants, sa propre famille, il est nécessaire en effet d'abord de se regarder et ensuite de chercher à, j'allais dire, à étendre ces bons sentiments à d'autres, mais en étant fort. Aujourd'hui, au Parlement européen, par exemple, ce que je vois, c'est qu'on signe plein de résolutions. Mais ces résolutions sont pleines de bons sentiments. Un bon sentiment ne fait pas de la géopolitique. Le bon sentiment est ce que j'appelle le wishful thinking, les vœux pieux, ça ne permet pas d'avancer. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est temps, en effet, de changer de paradigme pour bien prendre en compte cette évolution du monde. Euh, ou alors, pour reprendre ce que disait le chancelier Merz, si l'Europe ne se lève pas, en effet, elle disparaîtra, et avec elle, notre pays qu'est la France. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est vrai que les questions démographiques sont très peu mises en avant et malheureusement sont souvent, laissées de côté parce qu'on est obligé aussi de parler de l'immigration et aujourd'hui en France, l'immigration est un sujet, tellement clivant, c'est un euphémisme de dire ça, Oui. qui même, en fait ferme au débat, clairement qui interdit, le débat, sous prétexte qu'il y ait des couleurs politiques derrière, ce qui est un peu dramatique et vous l'avez dit aussi, la question du soft power, américain, tellement puissante, là pour le coup on pourrait s'inspirer de ça et sur ce point-là, je renvoie nos auditeurs sur la dernière chronique de Pierre Conessa, qui a été publiée dans le dernier magazine de Défense Zone, que vous retrouverez en kiosque si vous écoutez, au moment où ça sort, dans le numéro 18. Vous verrez que ces questions sur Hollywood ont été, sont Holy War, comme il dit, sont très, très, très intéressantes. Alors on se rejoint sur ce voilà, c'est-à-dire que Hollywood, c'est ça. C'est, influer dans les esprits. Les Américains savent mettre en valeur ce qu'ils sont. Nous, on se dénigre en permanence. Nous, on se flagelle en disant: «Oui, ce qu'on a fait en Algérie, les gars, c'est pas bien. Ce qu'on a fait à tel endroit, c'est pas bien. Oh là là, ce qu'on a fait, c'est pas bien du tout», et cetera. Donc cette repentance permanente ne permet pas d'être fier de ce que nous sommes. Or, la France est un grand pays, pas forcément en taille de surface, mais à travers ce qu'elle a fait dans le monde. Elle a cherché à bien faire. Alors, on a fait des erreurs, nos ancêtres, nos anciens, nos grands-parents ont fait des erreurs, bien évidemment, mais on en fera tous. Et c'est bien pour ça que il faut être réaliste et bien voir ce que font les autres en termes de soft power, d'influence. Et on peut accuser les Russes de faire l'influence. Bien sûr qu'ils font l'influence. Bien sûr qu'ils font l'intoxication. Mais nous aussi, on peut en faire, nous aussi, etc., etc. En tous les cas, on peut chercher à diffuser des idées, j'allais dire, du bien, mais pour ça, il faut être fort. Sinon, eh bien, on vous balaye et on voit bien le monde qui aujourd'hui, le monde n'est pas en crise. C'est une époque qui change, une époque beaucoup plus violente, mais dont il faut être bien conscient. Mmh. Ouais. C'est vrai qu'il y a il y a un peu presque une question d'hypocrisie dans cette logique, très manichéenne de bien, de mal, parce que c'est un truc qui revient souvent sur la question de la désinformation. On accuse les Russes de faire de la désinformation, mais en fait, quand on est pragmatique, on comprend que c'est juste une arme, l'information, d'un point de vue militaire, hein. On l'a écouté, on avait vu dans le podcast, le chat du Cirpater qui en parlait justement, qui expliquait clairement, c'est une arme et il faut l'utiliser comme ça. Mais il faut aussi, l'expliquer, apporter de la pédagogie aussi aux gens, expliquer ce que c'est la désinformation pour de vrai quoi. Pas juste, une arme russe ou autre chose. Le Hollywood, c'est de la désinformation aussi, Oui, oui. quelque part. Vous savez, moi j'ai bien vu en 94, j'étais dans la Nation turquoise.
Ce qui a amené les gens à massacrer, leurs prochains, c'était Radio Mille Collines. Radio Mille Collines, qui était une radio en Afrique, on écoute beaucoup la radio. Donc les gens portent ça sur l'épaule, écoutent la radio partout. C'est comme ça que les radios comme RFI et cetera avaient de l'influence. C'est qu'en Afrique, on écoutait beaucoup la radio et cette Radio Mille Collines a poussé les gens au meurtre, a poussé à tuer leurs voisins et c'est en ça où, j'allais dire et donc la France a cherché à monter une radio à l'époque, via les forces spéciales, a monté une radio justement pour contrebattre ce que racontait, Radio Mille Collines et racontait Plus Arrêté. Mais on voit bien derrière que, ce soft power, l'influence dont on parlait, est absolument nécessaire. Les Russes sont les rois de la désinformation, sont les rois de l'intoxication. On se souvient que, dans les massacres, en Pologne d'officiers polonais, je cherche le lieu, heu pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont laissé croire pendant des années que c'était les Allemands qui avaient massacré les officiers polonais, alors que c'était eux qui avaient massacré, je ne sais plus quoi, 4000 officiers polonais. Donc ils avaient 4000 officiers polonais. Donc comme on était en mobilisation, c'était tout ce qui était cadre dirigeant polonais. Donc ils les ont massacrés. Donc on voit bien derrière que l'intox, la désinformation, fait partie de notre monde. Il faut en être bien conscient, mais de l'autre côté, il faut avoir les moyens, en effet, de raconter ce qui est et de vendre notre produit, le produit France, le produit Europe, qui on a la chance, nous, de vivre encore dans de vraies démocraties. On a la chance de pouvoir élire le président, de pouvoir élire des députés ou des sénateurs, c'est les grands électeurs, mais en tous les cas, de notre maire. Et ça, il faut que ça dure. Et pour que ça dure, eh bien, il faut être capable de se défendre et en tous les cas de montrer les dents, lorsqu'il s'agit de montrer les dents face à un adversaire qui lui voudrait du mal. Et c'est en ça où mon rôle, tel que je le conçois au Parlement européen, est d'essayer de faire passer des idées, de faire passer des lois ou des textes. Enfin, au niveau du Parlement européen, c'est pas des lois, c'est des règlements ou des directives, ou des textes qui soient ou de les amender de façon effectivement à que les Européens et les Français en particulier soient bien conscients de ce qui se passe au-delà de nos propres frontières. Mmh. OK, pour terminer cet échange qui est passionnant et je vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation. L Qu'est-ce que vous aimeriez, donner comme conseil à peut-être un jeune officier qui va arriver à Saint-Cyr ou qui va en sortir ou qui s'y prépare, ou un officier qui est là depuis un petit peu plus longtemps et qui a cette vision parfois un peu simple de se dire, «La politique, ça ne nous concerne pas, nous on est militaires, on est là pour, exécuter les ordres, pour obéir, on n'est pas là pour faire de la politique». C'est une phrase qui revient souvent, hein, on n'est pas là pour faire de la politique, même dans la bouche d'officiers, parfois de chefs de corps. Hem, Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à ces gens, aux gens qui nous écoutent sur cette partie-là? Alors, militaire pour pas de politique, c'est intéressant parce qu'on a fêté il y a quelques jours les 80 ans du droit de vote des femmes. Les militaires votent depuis moins longtemps que les femmes. Et on appelle l'armée la grande muette parce qu'elle ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle n'avait pas le droit de voter. Bon, aujourd'hui, les militaires votent, sont des citoyens comme les autres et ont le droit de vote. Mais bien évidemment, quand on est militaire, un chef militaire, il décide sur le terrain, mais il y a un décideur politique qui va lui donner un ordre, en l'occurrence le chef des armées, et le chef d'état-major des armées va mettre en œuvre pour répondre à la demande du chef des armées qui est le président de la République. Donc on voit bien derrière qu'en effet, à ce titre-là, on ne rentre pas dans la politique. Maintenant, le rôle du chef d'état-major des armées, vis-à-vis du chef des armées, c'est de lui dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est réalisable, ce qu'on pourrait faire, mais pour ça, et cetera, et cetera. Donc il y a bien cette interaction. Cette interaction, je l'ai bien vu moi, quand j'étais colonel au cabinet du ministre de la Défense, que cette interaction militaire-politique était essentielle, en tous les cas dans le cadre de la sécurité, et de la défense nationale. Donc et comme chef de corps, vis-à-vis du maire, vis-à-vis, du député ou du sénateur de la circonscription, sur laquelle est implantée la garnison, c'est essentiel. C'est-à-dire que, le chef de corps va faire la politique dans le sens où il va penser à ses familles, il va penser à ses soldats, il va penser effectivement au bien-être, trouver des activités, faire en sorte que, il y ait des bus pour emmener les soldats, et cetera, qu'il puisse y avoir des places de parking, j'en sais rien, qu'il puisse y avoir des maisons dans lesquelles que puissent louer, voire acheter enfin voilà. Donc en fait, il y a cette interaction permanente entre le monde politique et le monde militaire.
Alors évidemment, à des niveaux de responsabilité certains. Pour les gendarmes, le niveau de responsabilité et cette interaction avec le monde politique est beaucoup plus jeune, puisque un commandant de brigade, qui peut être un adjudant ou un lieutenant, est en interaction permanente avec le monde politique, bien évidemment. Mais moi, ce que je dirais à un jeune officier, aujourd'hui, je trouve que certains se disent: «Mais finalement, mon métier n'est pas intéressant, je suis dans tel endroit, bah, je fais». Oui, on fait pas la guerre tout le temps et heureusement qu'on fait pas la guerre, mais on est là pour s'entraîner. Moi, j'ai connu la guerre froide, mais la guerre froide, on faisait pas la guerre. On avait un adversaire, bien identifié qui était, les soviétiques, mais j'allais dire, on était «l'arme au pied» entre guillemets et je crois que ce qui fait la grandeur du métier militaire, c'est Alfred de Vigny qui parlait de grandeur et servitude. C'est bien ça, c'est être en mesure de se dire: «Bah, voilà, il se passe rien et tant mieux s'il se passe rien, mais le jour où ça se passe et ben, je serai prêt et mes hommes seront prêts». Même si au quotidien, bah, la vie, c'est pas toujours faite d'aventures mais c'est ça qui fait la joie du métier militaire, la joie du métier de soldat, c'est d'être en mesure de se dire: «Le jour où ça arrive, je serai prêt. Le jour où on m'envoie en mission, je serai prêt». Même si la mission, elle est pas aussi exaltante que je l'espérais, que je le souhaitais, je reste convaincu que, le fait de me préparer à défendre mon pays si le pays le demandait, et d'ailleurs en étant présent déjà sous les armes, je le défends puisque ma présence dissuade d'autres de vouloir, m'attaquer. Et quant au monde politique, je pense, enfin, il m'apparaît nécessaire pour un officier de se dire que oui, dans la vie, tout est politique et qu'il faut être capable d'expliquer à nos décideurs politiques, à nos députés, à nos sénateurs, à nos maires, et cetera, ce qu'est un soldat, ce qu'est un militaire, pourquoi il le fait, comment il le fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cherché un peu à communiquer pour expliquer à nos concitoyens où allait leur argent. Le soldat que j'étais disait: «Mais attendez, vous payez des impôts pour avoir une armée digne de ce nom, j'allais dire aguerrie, opérationnelle. Voilà ce que l'on fait, voilà ce que l'on a fait, voilà ce que l'on va faire», de façon effectivement à prendre en compte cette population et la convaincre de l'intérêt de disposer d'une armée, puissante, et bien équipée. Mmh. C'est vrai que la question de la communication est centrale et si seulement les Français savaient que, en dépit des idées reçues, le budget de l'armée n'est clairement pas le premier budget de l'État, heu, si seulement ils savaient que que l'éducation nationale était un budget plus conséquent que l'armée, sachant les dysfonctionnements qu'il y a dans les 2 côtés, et sachant s'ils savaient que le premier budget de l'État était le remboursement de la dette, je pense qu'on verrait les choses quand même différemment. Hem, Mais, le budget ce qui est assez amusant, c'est que le budget de la défense, il est de 40 milliards d'euros environ par an. Certains parlent de 50, tout dépend si on met la pension des militaires dedans ou pas. Mais clairement, il est insuffisant. Je crois que c'est Sébastien Lecornu, l'actuel ministre, des Armées, disait, «Il faudrait monter à 100 milliards d'euros pour vivre, que la défense vive confortablement». En effet, mais où va-t-on trouver cet argent? Au moment où il faudrait faire des économies, alors qu'on a 3 300 milliards d'euros de dettes. Heu heu, bon, voilà, donc en fait, oui, il y a certaines réformes à faire. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il va falloir, serrer les boulons dans certains endroits, pour, économiser, couper, des agences qui, servent pas à grand chose. Enfin, il faut faire un véritable audit du fonctionnement de l'État et derrière, bah, couper, un certain nombre de branches qui ne servent pas à grand chose, de façon à permettre à l'arbre de continuer à grandir et à s'épanouir et je crois que c'est ça, l'intérêt, français, c'est là et c'est le job des politiques, vraiment de faire ça et d'avoir le courage de le faire. Je pense qu'on peut parler de courage politique parce qu'aujourd'hui, au moment des réseaux d'influence, au moment des influenceurs, des réseaux sociaux, on est très rapidement vilipendé. Je reste sidéré, de la façon dont réagissent les gens, en plus de manière anonyme, donc avec un total manque de courage et d'injurier les gens de manière inadmissible. Inadmissible. Quand je vois le nombre de maires qui sont attaqués parce qu'ils ont pris une décision qui ne correspondait pas à ce que souhaitaient, certains de leurs, concitoyens, je me dis: «Mais, dans quel monde vivons-nous?» Heu, voilà, chacun, on est, mais c'est parce qu'on a poussé l'individualisme malheureusement, au plus haut niveau. C'est l'individu qui compte, voilà. Or une société, c'est pas une somme d'individus. Une société, c'est,
une organisation de cette société dans laquelle, en effet, se trouvent les individus. Mais on a oublié ça. Et donc, malheureusement, avec cet individualisme poussé au bout, eh bien, on a le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire chacun défend ses propres intérêts. Ce que fait le voisin, c'est pas son problème. D'où les engueulades sur la route, d'où les mecs qui vous tapent dans votre voiture, qui vous raillent votre carrosserie, etc., etc. Voire qui vous crachent dessus. Et les réseaux sociaux ne sont malheureusement que la face émergée de la liberté. C'est clair, c'est clair. Bah, merci, mon général pour cet échange Je vous en prie. et bon courage du coup pour ce qui vous attend, au parlement. Merci beaucoup en tous les cas. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine papier trimestriel en vous rendant sur le site défense-zone.com. Vous pouvez également retrouver le magazine en kiosque un peu partout en France. Et à très vite pour un prochain épisode du podcast.